Bienvenue chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui tend le micro aux acteurs de la mode belge. Ici, on écoute les parcours, on cherche à comprendre les défis et à en tirer les apprentissages. Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach, conférencière. Et ce qui m'anime, c'est l'entrepreneuriat et accompagner les femmes dans la croissance de leur business et dans leur réalisation personnelle. Et moi, je suis Lynn et vous me retrouvez une semaine sur deux pour les épisodes en irlandais. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, s'inspirer. Belle écoute! Il n'y a pas de doute, dans le secteur de la mode, il faut désormais maîtriser le digital pour réussir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters impactantes, gérer des campagnes et générer des ventes en ligne. Avoir le bon partenaire est alors essentiel pour avancer sereinement. Spécialisé dans la mode et le lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans des marques dans leur performance en ligne. Les retours sur Anthony, David et leur équipe sont unanimes. Ce sont de véritables experts, à l'écoute des besoins de leurs clients et orientés résultats. Découvrez leurs cas pratiques et rapports sur leur site www.lending.partners. Je suis ravie de les avoir à nos côtés et les remercie pour leur soutien à We Love Belgian Brands. Belle écoute! Après l'interview avec Valentine Whitmer il y a déjà bientôt 1 an, la conversation a continué et j'ai pu à plusieurs reprises avoir des échanges passionnants avec Arthur Spey, l'associé de Valentine Whitmer. En tant qu'experte en développement commercial, coach, conférencière sur ces sujets et évidemment dans la mode depuis plus de 20 ans, toutes ces questions liées à la distribution, à la croissance du chiffre d'affaires et aux challenges de notre époque me passionnent. Je suis donc ravie ce matin de tendre mon micro à Arthur pour explorer avec lui les questions qui nous intéressent tous. Comment faire grandir une marque ou peut-être maintenir un chiffre d'affaires, comment aller vers un développement commercial sain et sur quels canaux, online, retail ou wholesale, investir. Voilà, on commence la conversation ? Avec plaisir, Astrid. C'est Arthur Spey, je l'aime bien Arthur Spey, tu l'as très très bien dit. Parfait. Alors, notre première question signature, comme tu le sais, c'est de te présenter déjà en quelques mots et de nous dire qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant. Alors, donc, je m'appelle Arthur, j'ai 35 ans. J'ai réfléchi à cette question et de ce que je me souviens, c'est que je voulais ouvrir un restaurant. Je ne suis pas spécialement cuisinier, j'adore les bonnes choses, j'aime cuisiner quand même, j'aime cuisiner pour les gens plus que pour moi. Et donc, je pense que très jeune, j'ai tout de suite eu envie de travailler, soit ouvrir mon resto. J'ai travaillé dans un resto. Cool. Très jeune, il y avait le côté service que j'aimais beaucoup. Ouais. Et donc, ça reste une idée que j'ai en tête. Un jour, peut-être. Pour un jour, mais c'est quelque chose que j'adore. Ok, cool. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et pourquoi tu es là aujourd'hui et derrière la marque de Valentine Whitmer ? Donc, avant Valentine Whitmer, donc moi j'ai étudié le marketing à Bruxelles. À la toute base, je voulais pas faire d'études. J'ai essayé pendant 1 an l'université, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu envie à ce moment-là d'ouvrir mon resto et puis j'ai réalisé que j'avais la chance d'avoir des parents qui pouvaient me financer des études, qu'un diplôme, c'était toujours intéressant à avoir. Et donc, j'ai étudié le marketing à l'EFEC à Bruxelles. En parallèle, je travaillais en tant qu'étudiant dans un restaurant, donc depuis mes 16 ans. Cool. Et à la sortie de mes études, j'ai été engagé par ce restaurant pour être gérant, ce que j'ai fait pendant 1 an avec l'idée de développer un plan, d'ouvrir mon établissement. Et au même moment, en fait, ma maman, qui est une passionnée des vêtements, commençait à organiser chez elle des ventes de vêtements de seconde main. Il y avait l'explosion un peu sur Facebook, etc., des vide-dressing. Ouais, bien sûr. Et avec mon parcours en communication, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de réfléchir à développer ça sur Internet. Moi, j'y connaissais absolument rien dans la mode. Pour te dire, je faisais pas la différence entre une robe et une jupe. Et donc, je cherchais une associée, quelqu'un qui pouvait m'apporter le côté mode. C'est à ce moment-là qu'on m'a présenté Valentine. Ah, cool. Donc, on s'est rencontrés en tant que pour le business. Tout de suite, on a lancé cette plateforme qui s'appelait Oh My Dress, à l'époque où on était vraiment un principe de dépôt-vente. C'est-à-dire que des femmes venaient nous déposer leurs vêtements, nous on les mettait en ligne, on les revendait et elles retouchaient une partie de l'argent, nous on prenait une commission. Cool. Ça a duré 3-4 ans. En parallèle, j'ai essayé aussi de lancer une plateforme de location de vêtements entre particuliers. J'ai remarqué que le secteur était encore
Ouais, encore très frileux. Et je sais même pas si je le relancerai aujourd'hui. L'idée était belle, c'était un peu un Airbnb des robes. C'est un peu le Vinted. Un peu le Vinted. Maintenant, pour la location, je pense que c'est encore plus compliqué parce qu'il y a tout un process logistique de nettoyage, de shipping. Donc, je pense que c'est plus complexe. Et puis, Valentine a lancé d'abord sa marque. Et moi, je l'ai rejoint 6 mois après qu'elle ait lancé. Donc, on travaille ensemble avec Valentine, je pense, aujourd'hui, depuis 13-14 ans. Ouais, c'est cool. Ça, vous vous connaissez vraiment bien, quoi. On se connaît très, très bien. Ouais, c'est chouette. Trop bien. Et c'est cool aussi que tu sois arrivé, en effet, auprès d'une créatrice, de quelqu'un avec un univers esthétique fort, avec justement tout ton bagage de gestion, de marketing, et voilà, communication. Je pense que c'est la grosse force qu'on a avec Valentine, et c'est ce qu'on se dit encore tous les jours, c'est qu'on a 2 profils ultra complémentaires. Ultra complémentaires où on ne saurait pas faire ce que l'autre fait, et on se fait une confiance énorme. Aussi, on sait se dire les choses. Parce que, et je dirais pas qu'on est amis, je la considérais même plus comme quelqu'un de ma famille, comme une sœur. Mais on sait vraiment se dire les choses, on n'hésite pas à se le dire. Donc je pense que c'est la relation qu'on a, et je le vois en rencontrant d'autres marques. Beaucoup de personnes auraient envie d'avoir un duo comme ça. Absolument. Parce que je pense que dans le secteur de la mode, il faut avoir les deux. Il faut avoir le côté créatif, mais il faut absolument pas négliger le côté business au final. C'est le secret Yves Saint Laurent, Pierre Berger, quoi. Exactement. Tu es le Pierre Berger de Valentine Whitmer. Je prends le compliment avec plaisir. Trop chouette. Est-ce que, justement, donc c'était hyper intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez réécouter l'épisode qui a été lancé. Bon, il faudrait que je retrouve le numéro de l'épisode. Mais il y a déjà une petite année. Et du coup, ça peut être intéressant de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Valentine parlait en toute transparence, en fait. Des problématiques de distribution, de votre envie de réinvestir le wholesale, donc la distribution en multimarque, et votre présence aussi à Paris, à l'international. On en est où aujourd'hui, Arthur ? Mais alors en fait, et donc comme Valentine l'expliquait dans l'épisode précédent, il y a à peu près 1 an, on s'est posé énormément de questions par rapport à notre business, où aujourd'hui, on va dire notre chiffre d'affaires on fait 50% en ligne, 50% via des revendeurs, donc la partie wholesale. Ce qui est assez compliqué en fait parce que je dirais on a un peu le cul entre 2 chaises. La stratégie n'est pas la même en fonction du canal, et donc il y a 1 an on s'est un peu posé des questions et on s'est dit qu'aujourd'hui en fait si on voulait développer une marque comme la nôtre qui a un certain positionnement prix, qui a une certaine image, la partie physique était essentielle. Et donc on a voulu aller très vite à la rencontre en fait de nos partenaires de magasins qui travaillent avec nous depuis le début, et dans un premier temps de leur poser des questions par rapport à notre produit. Eux sont en contact direct avec la clientèle, ce qu'on a beaucoup moins quand on vend en ligne. Et donc, on a récupéré énormément de feedback. On a la chance d'être encore, je dirais, une petite structure, et on arrive à pivoter assez vite. Et donc, une fois qu'on a reçu tous ces différents feedbacks, on a appelé nos usines. C'est des usines avec qui, pour certaines, on travaille depuis le début, donc on a une relation très, très proche, et on leur a fait part de ces feedbacks. Ces feedbacks qui, par exemple, un des plus essentiels, c'est depuis presque le début, la marque est en taille unique. Parce qu'à la base, c'était des produits relativement oversize. C'était facile. Au plus les saisons sont passées, au plus le produit s'est développé. Les collections sont beaucoup plus larges, on propose des pièces aussi beaucoup plus féminines. Et ce que les magasins nous disaient, et ce qu'on a remarqué, c'est que le taille unique ne fonctionne pas à ce moment-là. Parce que c'est-à-dire qu'une pièce, quand elle ne va pas, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, il y a eu cette envie de développer, d'introduire des tailles, sans aller non plus dans l'excès de taille, parce qu'une taille a un côté psychologique aussi. Je pense qu'un 36 dans une marque n'est pas un 36 dans l'autre. Donc, c'était réfléchir par rapport à ces tailles. Donc, c'est ce qu'on leur a dit. L'envie aussi de proposer des pièces plus timeless, des pièces qu'une cliente peut porter 3 fois sur la semaine, des pièces qu'elle va porter beaucoup plus régulièrement. Et donc, c'est en échangeant avec d'abord nos partenaires et puis les usines qu'on s'est dit, OK, on va tenter le coup, on va faire ces quelques modifications. En parallèle de ça, on s'est dit, en dehors du côté produit, on doit aussi, si on veut développer cette partie wholesale, on doit réfléchir aussi à la partie commerciale. Et ce qu'on réalisait,
c'était qu'une erreur qu'on avait peut-être commise dans le passé, c'est qu'on a, de notre côté, un peu trop délaissé les relations humaines avec nos partenaires magasins. C'était en fait, on leur expédiait la commande de la saison et on se revoyait la saison d'après. Alors qu'en fait, c'est eux qui vendent notre produit, c'est eux qui connaissent le marché. Et donc, en fait, on a vraiment réalisé à ce moment-là que l'humain et le physique étaient au centre de ce business. Il a été énormément délaissé, je pense. Il y a eu la période Covid où le business en ligne a très bien fonctionné. Et puis, en fait, les gens sont retournés en magasin. Et c'est pour énormément de boutiques avec qui on travaille, c'est des boutiques qui existent depuis 15-20 ans, qui ont vu passer des marques, qui ont vu passer des tendances. Et donc, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, on va faire un peu à l'ancienne. Je vais prendre ma voiture, je vais prendre quelques pièces et je vais aller rencontrer soit des clients avec qui on a travaillé, soit des clients avec qui j'aimerais travailler. Et donc, on a fait tout un tour comme ça en Belgique. Je pense qu'on a fait environ 40 magasins. Cool. Puis je me suis dit, mais les Pays-Bas, c'est pas si loin. Je peux le faire là aussi. Ouais. Donc là, pendant 3 jours, j'ai été faire 40 magasins. Ouais. Et puis enfin, je me suis dit, ok, la France, c'est un peu plus grand, mais je vais me prendre une semaine. J'ai été visiter 50 magasins en une semaine avec ma voiture. Donc j'ai fait 4000 km. Intéressant, cette expérience terrain. Mais c'est hyper intéressant. Fondamental. Je pense que c'est fondamental de savoir, ce que le magasin vend, ce qu'il recherche, de voir à quoi ressemble le magasin. C'est génial. Parce que souvent, on a l'image des réseaux sociaux, mais ça peut être différent en vrai. Et puis simplement, de se présenter. De se présenter auprès de la personne en magasin, de la personne qui achète, pour qu'au moins la personne puisse mettre un visage sur une marque. Je pense que ces magasins sont contactés en permanence par des marques. Et des fois, c'est très impersonnel. Et en fait, simplement, mon idée n'était pas d'aller pour leur vendre directement mon produit. Les rencontrer. Mais les rencontrer. Et d'échanger. Et ce que j'entends aussi dans ta démarche, que je trouve hyper intéressante, c'était aussi ta démarche de les rencontrer, d'échanger et de savoir qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous vendez pas, de mieux connaître leur réalité pour savoir toi après comment peut-être faire évoluer tes collections. Exactement. Et l'idée n'est pas de... Et on veut... Et Valentine et les filles qui bossent avec, on veut garder notre patte d'un point de vue design, mais c'est important de savoir, ok, qu'est-ce que le client recherche. Pas rester... je vais dire, dans notre bulle, et aussi en fait s'intéresser au marché. S'intéresser au marché parce que je pense que c'est essentiel. Et qu'aujourd'hui, un client final, il va en magasin parce qu'il ne recherche pas que le produit. Je pense qu'il recherche un conseil, il recherche une ADN. Et ça, en fait, je crois que c'est le magasin qui va le faire passer. Et donc, si nous, on n'a pas ce contact avec le magasin, ça peut pas se passer. Et donc, c'est ce qu'on a vraiment réalisé. C'était en un an, on s'est dit, ok, là où on veut miser et développer, c'est la partie B2B, donc le wholesale, ces magasins. On veut des agents, parce que je pense que c'est important d'un point de vue commercial de travailler avec des personnes experts sur leur marché. On a identifié des marchés qu'on voulait développer. Et pourquoi vous avez voulu développer le wholesale ? Parce que le wholesale, j'estime aujourd'hui que c'est aussi une nouvelle manière, une nouvelle méthode d'acquisition, qu'on constate aussi que le online évolue énormément. C'est un business qui évolue, que ce soit d'un point de vue coût d'acquisition en marketing digital, d'un point de vue des fois fidélité du client. On le voit avec des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, tout a une rapidité. Le client consomme. Un peu éphémère, quoi. Exactement. Tout va très vite, rien ne reste. Exactement. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus difficile, je pense, de construire une vraie relation avec son client, contrairement à la partie physique. Aussi, nous, on l'a remarqué, vu qu'on a organisé pas mal de pop-up stores à différents endroits, le client ne consomme pas la même chose en physique, il n'achète pas la même chose. Et en fait, on peut lui expliquer vraiment. C'est ça. On peut lui expliquer l'histoire. Voilà. Et je pense que c'est important pour la marque qu'on veut construire d'avoir ce service. Et donc, le wholesale, évidemment, il y a une partie volume. C'est-à-dire qu'on va atteindre plus facilement un volume qu'en online. Parce qu'aujourd'hui, faire de la publicité online coûte cher. Il faut créer le contenu qui va avec. C'est un vrai travail. Et puis, en observant aussi énormément le marché, en fait, des marques qu'on observe et qu'on regarde, beaucoup se développent avec le physique. Et l'online accompagne cette vente physique.
Contrairement à certaines marques qui peuvent développer que leur business en ligne. Maintenant, il y a des effets de mode et donc ça peut monter très très vite, ça peut redescendre. Nous, l'idée de la marque et de Valentine Whitmer, c'est de développer une marque sur le long terme, de développer une marque forte. Et pour ça, la partie physique est essentielle. Et c'est en fait, on a envie de revoir le online. Bien sûr, on va continuer à vendre en ligne, mais aussi, on veut le développer comme un accompagnement. Ouais. Aujourd'hui, je pense que, en tout cas dans la mode, il y a ce côté multicanal qui est essentiel. Et quand je dis multicanal, je vois le B2B avec les magasins revendeurs, je vois le online, mais je vois aussi la vente directe, que ce soit via des magasins propres, ça peut être via des pop-up stores pour tester aussi des endroits, des quartiers, des villes. Mais c'est ce qu'on a remarqué. Et donc, on s'est vraiment dit, mais OK, allez, maintenant, on veut replacer le côté humain au centre. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant un an. Et moi, ce que j'observe aussi, c'est que en fait, les gens, ils se renseignent, ils s'informent grâce au site internet, ils regardent les couleurs que vous avez, les différentes possibilités, les tailles, et après, ils viennent confirmer. Donc, il y a vraiment une complémentarité. C'est hyper complémentaire. C'est hyper complémentaire, et parce que je pense que aussi en ligne, il y a énormément de clientes qui n'oseraient pas acheter. Encore plus quand on était taille unique. Ouais, et ça peut faire peur, un pull en taille unique à un certain prix en ligne sans connaître la marque. Et donc je pense que tout est vraiment complémentaire. Il y a des clients qui n'achèteront jamais en ligne, il y en a qui n'achèteront jamais en magasin. Et donc je pense que c'était important pour nous de choisir une priorité qu'on voulait développer et d'avancer dans cette direction-là. Et donc en effet de choisir, comme je te disais, des partenaires. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et un agent ne peut pas connaître le monde entier. Après, ça va dépendre de la distribution qu'on veut, etc. On veut une distribution sélective, mais je pense qu'on peut aller quand même un peu plus loin que ça. Et je pense qu'un agent doit être un expert sur son marché. Absolument. La Belgique est un petit marché, on s'entend. Maintenant, ce n'est pas le marché le plus simple parce qu'il y a des différences de langue, des différences de culture. Mais je prends un marché comme la France. Si l'agent n'est pas sur le marché, il ne peut pas connaître tous les points de vente. Et comme je le disais, c'est... Et puis culturel, un Français va mieux communiquer avec un Français, ils vont avoir les mêmes références culturelles en dehors de Et les tendances sont différentes. Une marque qui se vend très très bien en France ne se vendra pas spécialement bien sur un autre marché. Et donc c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit, mais OK, on veut être accompagné d'experts sur certains marchés. Et donc on a commencé à travailler avec un showroom français, avec qui on travaille maintenant, je pense que depuis 3 ou 4 saisons, où on voit un vrai développement. On a commencé à travailler avec un showroom allemand avec qui on avait une super relation. On a trouvé aussi un showroom en Italie. Et en fait, l'idée était de tester ces marchés. Il faut les tester et ça peut prendre du temps parce qu'on est aussi dans un secteur, je pense, qui prend du temps. On est dans une période économique qui n'est pas la plus joyeuse. Et ça fait quelques années où on a enchaîné pas mal de choses différentes, mais on sent que c'est un secteur qui est peut-être un peu plus frileux qu'à l'époque, et que donc tout prend beaucoup plus de temps. C'est une relation, en fait, on construit vraiment une relation humaine, c'est une relation de confiance, et ça peut prendre du temps. Donc, je veux dire, les acheteurs doivent te voir plusieurs fois. C'est pas la première fois qu'ils vont te voir, qu'ils vont spécialement acheter. Puis quand ils vont commencer à acheter, ils vont commencer peut-être avec une plus petite commande, et en fait, on va grandir ensemble. Nous, ça c'est ce qu'on a appris. Aujourd'hui, c'est grandir en fait main dans la main avec nos partenaires, que ce soit nos fournisseurs au Portugal et en Italie, ou nos magasins qui nous revendent. C'est avoir une relation, c'est se tenir au courant. Et tout au long de la saison, c'est essayer de passer les voir, de comprendre quelles sont les pièces qui fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'eux vendent mieux. En fait, c'est vraiment une relation, c'est comme s'ils faisaient partie de notre équipe. C'est exactement ça. Et c'est vraiment cette confiance qui se crée avec le temps. Donc tu as raison, je trouve que c'est un apprentissage hyper important que tu dis, l'importance de la patience, mais aussi de la profondeur de la relation et du contact humain que vous recréez avec en effet aussi bien les partenaires, les agents que les boutiques revendeurs. Complètement. Et donc ça c'est vraiment, moi je l'ai vu depuis un an, c'était... Je vais pas dire revoir mon travail, mais c'était orienter aussi plus mon travail sur développer cette partie-là. Beaucoup plus aller sur la route, aller à la rencontre des gens.
aller à la rencontre des gens. Et ça donne du sens aussi. Honnêtement, ça donne du sens aux vêtements quand tu vois dans quelle boutique ils sont vendus, par quelle femme ils vont être portés. Je pense que c'est aussi remettre la réalité du vêtement, sinon on fait de l'art. Complètement. Et tu vois, remettre la réalité de la mode et du vêtement dans sa vestibilité, dans sa réalité du quotidien, quoi. Complètement. Et c'est exactement ça. Et du coup, donc, dans les changements, donc vraiment d'ouvrir donc, une grille de taille plus importante, s'ouvrir à des nouveaux marchés, mettre en avant une construction de collection pour aller séduire des boutiques multimarques, alors qu'avant, vous étiez peut-être plus concentré sur des pièces fortes, online, couleurs. C'est ça, en fait, on est aussi dans une réalité économique. Construire une marque, ça prend du temps, c'est de l'argent. Et donc, je dirais que généralement, une collection qu'on présentait, c'était 35-40 références. Parce que ça a un impact. Investir dans une collection, mais ça coûte cher. Ouais. Mais ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'on voulait en fait pouvoir proposer presque un vestiaire Valentine. Ouais. Et donc on voulait avoir des collections aussi plus larges pour que le magasin puisse vraiment représenter l'univers Valentine. On a aussi voulu un peu et petit à petit sortir de l'image de la maille. On est une marque de maille de base, on est spécialisé là-dedans, on fait ça depuis le début. Mais la maille est des fois encore énormément assimilée à une saison, l'hiver, alors qu'on peut proposer des très très belles choses, pas spécialement chaudes pour l'été, mais on a voulu proposer aussi d'autres références hors maille. On a développé il y a 4 saisons, je pense, une ligne de chemises en coton, produite au Portugal. Pour l'été prochain, on a développé une gamme de jerseys, donc plus des t-shirts aussi. On a testé, et ça arrive pour l'été, une gamme de denim. Parce qu'on notre objectif est en fait de proposer une collection complète. Ouais, super. Parce que je pense qu'on évolue aussi. Valentine qui dessine évolue aussi. Donc au final, les collections qu'elle dessine évoluent avec elle. Oui, bien sûr. Et alors du coup, comment ça s'est passé l'ouverture de ces nouveaux marchés? L'Italie, c'était une première saison? L'Italie, et pour la saison été 25, on a fait une première saison. Donc c'était plutôt dans l'idée une saison d'introduction. Parce que voilà, on est une marque de maille, beaucoup nous attendent sur la saison hiver. Et du coup, il fait chaud en Italie, voilà, cette problématique-là. Voilà, il y a et pour certains marchés, mais même en France, le nord et le sud n'achètent pas de la même manière. C'est vrai. Donc l'Italie, c'était une première saison plus en fait pour rencontrer déjà, pour introduire la marque, parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Et au moins, comme ça, ils ont pu découvrir la marque avant une saison que je vais dire principale. Ouais. Avant l'hiver qui exactement. sera plus... Et puis le marché sur lequel on voit le plus de changements et d'améliorations et d'évolutions, c'est le marché français aujourd'hui. C'est un marché et on travaille avec notre showroom depuis 4 saisons. Et c'est un travail vraiment en collaboration avec eux, où eux vont sur la route, moi je vais sur la route. On les écoute, on rencontre. Et là, pour cette saison, ça va être la première saison où on aura plus de points de vente en France qu'en Belgique. Donc on est ravis parce que c'était un des objectifs aussi, et c'était un objectif. Le marché français, de manière générale, pas spécialement en wholesale, était un objectif depuis 2 ans. Génial. C'est-à-dire qu'on voyait, par exemple, même sur le site, que de manière organique, on était environ à 20% des ventes qui se faisaient en France. Et donc, on s'est dit, mais OK, on veut travailler là-dessus. Donc, à la base, nous, par exemple, toute notre communication, notre site est en anglais. Donc, on a décidé de traduire toute une partie en français. Très bien. C'est-à-dire que toute la partie mailing... donc, et tout ça, on l'a voulu développer. Et là, voilà, on commence à voir de plus en plus que ça porte ses fruits. Et donc, on est ravis à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, on parle tout de suite de 2 ans, de 4 saisons. C'est vraiment, tu as ça raison. Prend énormément de temps. Clé, quoi, la patience. Et qu'en fait, un magasin qui va acheter une marque va investir dans cette marque aussi. Ouais, bien sûr. Parce qu'elle va la représenter, elle va acheter la collection. Et donc aussi, on remarque énormément de magasins qui veulent voir si la marque va durer dans le temps. Parce que eux veulent pas prendre le risque d'acheter une marque et que d'une saison à l'autre elle n'existe plus, parce que eux en fait vont faire tout le travail d'introduction auprès de leur clientèle. Et donc c'est ça qui dans le marché peut prendre du temps. C'est que les gens apprennent à découvrir la marque. On a quand même un certain côté sélectif, c'est-à-dire qu'on veut pas une distribution mass market non plus. Pour nous c'est important les partenaires avec qui on va travailler. Et donc, c'est un business qui prend du temps.
Et vous avez aussi une visibilité dans des grands magasins. Oui. En France, vous êtes toujours la Samaritaine? En France, pour l'instant, on est à la Samaritaine. On est également aux Galeries Lafayette Champs-Élysées. Génial. Et au printemps, via l'intermédiaire d'une plateforme qui s'appelle Rainer. Ah oui, c'est ça. Ok, super. Très bien, c'est génial d'entendre déjà toutes ces évolutions, tous ces pas pris dans la bonne direction. Je me souviens que Valentine, elle avait parlé aussi de la bourse de WBDM que vous aviez obtenue. Donc, c'est quand même une bourse conséquente. Exactement. De 35 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait avec cette opportunité? Et la bourse se plaçait en fait à un moment qui était presque parfait pour nous. C'était vraiment ce moment où en fait on voulait revoir toute notre stratégie, où on voulait être beaucoup plus présent physiquement pour aller rencontrer ces potentiels acheteurs. Et donc en fait on l'a utilisé pour être plus présent dans nos showrooms, voyager aussi pour aller rencontrer ces personnes. On a eu envie de tester aussi ces salons. Oui, c'était en fait une bourse pour le développement à l'international. Exactement. Donc c'était voilà. tout de suite. Je l'ai pas dit. En fait, c'est une bourse qui veut pour soutenir en fait le développement international d'une marque. Ouais, super. Et donc nous, ça nous a énormément aidé parce que c'est essentiel en fait des aides comme ça parce qu'on parle de montants qui sont quand même importants. Ouais. C'est des montants en fait qu'on avance généralement entre 6 mois et 12 mois avant de toucher les revenus des ventes qu'on fait. Bien sûr. Donc des bourses comme ça, c'est essentiel. Et donc oui, on a beaucoup voyagé. On a été à la rencontre des clients. Au lieu de présenter une fois en Fashion Week par saison, on a présenté 2 fois en Fashion Week. On a pu tester une présence sur des salons internationaux. On a participé là au mois de septembre à Tranoï pour la première fois. Et en fait, on a voulu aller là parce que on réalise avec la situation économique, c'est des fois très compliqué de fixer des rendez-vous avec des magasins en showroom pour pouvoir leur présenter. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est d'abord, on a été voir. Au mois de mars passé, on a été sur les salons, voir qui on voyait. Et ce qui m'a fait me dire, on va le tester, c'est qu'en fait, en 20 minutes sur le salon, j'ai croisé 3 personnes que j'avais vues quand j'étais sur la route. Ah, waouh. Et donc là, je me suis dit, ok, mais en fait, il faut le tester. Ouais. Parce que... C'est là où on va rencontrer nos clients. C'est là où on va les rencontrer, où on va pouvoir... Et des fois, c'est discuter 5 minutes. Des fois, c'est juste se dire bonjour, mais au moins, on reste top of mind. Ouais. On reste dans leur tête. Et peut-être pas cette saison, peut-être pas la saison prochaine. Mais en fait, il faut... une manière de tisser le lien, quoi, de se rencontrer et de pouvoir, en effet, créer de la collaboration. Exactement. C'est vraiment ça, c'est de l'humain. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, ces moments de foire, de salon, c'est vraiment des moments un peu festifs même, de rencontres, d'échanges. Bien sûr, et on est à côté d'autres marques où on apprend beaucoup sur leur business, comment eux fonctionnent, leurs problématiques. Ouais. On apprend une autre manière de vendre aussi sur un salon. Moi, c'était le premier salon que je faisais. Oui, j'ai appris énormément. Oui, c'est chouette. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. Et faire des salons en Italie, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? On y pense. En fait, avant de commencer à faire les salons, j'ai évalué un peu tous les salons que j'estimais à notre niveau. Il y en a aux États-Unis. Maintenant, c'est encore un autre marché. C'est un marché beaucoup plus grand. Il y en a à Copenhague. Ouais, bien sûr. Il y a le CIF à Copenhague. Il y a, en Italie, il y a le White à Milan. Ouais. Et donc, moi, j'ai contacté un peu tout le monde. J'ai essayé d'évaluer. Et pourquoi j'ai choisi Paris ? Parce que je pense que Paris a encore une place centrale, que notre priorité est sur la France. Et donc que les plus petites boutiques françaises ne vont peut-être pas à Milan, mais vont à Paris. Et donc, voilà aussi en tant que marque, et devoir gérer des budgets, on a mis des priorités. Et ça soutenait aussi le travail de ton agent ? Complètement. Ouais. Complètement, parce que un exemple, c'est qu'on a rencontré un magasin qui est en Corse. En fait, elles sont passées sur le salon, elles ont vu la marque et elles m'ont dit qu'elles avaient déjà reçu des invitations et des infos de la part de notre showroom. Et donc, elles ont passé une commande, mais c'est un travail, en fait, c'est pas l'un ou l'autre. C'est ensemble. Voilà, c'est ensemble. Elles avaient déjà reçu plusieurs fois toutes les infos sur la marque, n'avaient peut-être pas pris le temps de venir en showroom, mais en fait, c'est grâce au salon que j'ai pu les convertir parce qu'elles m'ont rencontré, elles ont pu toucher, voir le produit.
Donc c'est vraiment ça, on voit que c'est complémentaire. Il n'y a pas une action, tout est complémentaire. Bon, et alors du coup, il faudra aller en Corse. C'est pas une mauvaise... J'irai en Corse alors. Une mauvaise nouvelle. Non. Et j'adore voyager et c'est ce que je remarque depuis un an, même quand je voyage pour le privé, en perso. Mais je regarde toujours en fait si sur la route, il n'y a pas un endroit où je pourrais m'arrêter. Parce qu'en fait, c'est intéressant et on ne sait jamais sur qui on peut tomber, qui on peut rencontrer. Et je suis arrivé des fois dans des magasins où je pensais que j'allais rester 5 minutes. En fait, je suis resté 1h30 et on a génial. Discuté de tout. Parce et leur business, c'est aussi notre business. Il y a certains magasins qui existent depuis 20-25 ans. Nous, on est une marque, on existe depuis 9 ans, mais on a tellement à apprendre aussi. Et donc, c'est vraiment ce partage. C'est quoi justement tes plus grands apprentissages sur le travail de terrain, le travail de rencontre sur la route, en prospection? Parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ont peur de ce travail-là, ne le font pas, ça les inquiète, se disent qu'ils n'ont pas le temps, alors que j'aime bien ce que tu as dit, en 3 jours, surtout sur des marchés comme la Belgique ou les Pays-Bas, en 3 jours, tu peux voir 40 boutiques, quoi. Bien sûr. Ça peut être hyper efficace, c'est pas forcément faire 4 semaines sur la route, ça peut être 4 jours, 5 jours. Et du coup, quels sont les apprentissages pour toi? Et c'est pas facile. Non, mais ça, je pense que de manière générale, le côté commercial, c'est pas facile. Et même pour moi, je pense que envoyer des mails, c'est très facile. C'est vrai. Maintenant, et dans un premier temps, il faut prendre son téléphone et appeler. Appeler, et on vend en fait un produit que le client n'a pas spécialement besoin. Donc je pense que ça, c'est pas facile non plus. Et en fait, après, en allant sur place, et ce que je me disais de base, c'est dans le pire des cas, je me prends un non. Ouais, c'est ça. Il y a plus grave dans la vie. En fait, ce que je trouve intéressant comme démarche à avoir, c'est de se dire, je vais rencontrer de l'humain, comme tu as dit. J'ai aimé cette phrase quand tu disais remettre l'humain au centre de la marque et de mon quotidien. C'est ça, c'est se dire, je vais aller dans cette boutique, je vais voir ce qui va se passer. J'ai pas d'objectif particulier, comme tu disais. Au pire, au mieux, je rencontre juste quelqu'un et c'est tout. C'est exactement ça. C'est vraiment, je me suis dit, mais dans le pire des cas, je me prends un non. Je me suis pris des noms des personnes où j'ai franchi la porte, ils m'ont dit, je suis pas intéressé. Ok, et je le comprends. Nous aussi dans notre business, j'ai des commerciaux qui me contactent. C'est ok, mais après il y en a d'autres où c'est soit des très longues discussions, soit beaucoup sont flattés. Que tu prennes aussi le temps de venir les voir. Parce que je pense qu'il y a encore, et pour des petites marques, c'est un investissement de prendre le temps d'aller les voir. Donc ça, vraiment, la leçon, c'est il n'y a pas grand-chose à perdre et on a énormément à apprendre. Ouais, c'est chouette. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que tu as raison, peu le font et du coup, tu te fais vite remarquer dans le bon sens du terme. Ouais, complètement. Et je trouve que tu apprends aussi à mieux comprendre leur réalité de taille, de stock, de présentation, leur réalité aussi de logistique, de temporalité, des saisons. Parce que c'est vraiment ça en fait. Tu comprends aussi leurs problématiques en tant que magasin. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas prendre la marque que c'est parce qu'ils aiment pas la marque. Mais c'est des fois parce qu'en fait ils ont une marque qui sur ce marché fonctionne très très bien que moi je connaissais peut-être pas. Peut-être que la période économique fait que. En fait, c'est simplement s'intéresser et c'est aller poser des questions. Et je pense que ça peut être pour tout type de business, pas spécialement que dans la mode, mais c'est en fait aller à la rencontre de tes clients ou bien des personnes qui revendent ton produit. C'est là que tu vas apprendre le plus. Tu vas l'apprendre d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue création, pour toute la partie création. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se vend et pourquoi le client, par exemple, achète ce pull-là plutôt que celui-ci. Toutes ces informations, je pense, sont essentielles à partir du moment où on doit créer des produits autant de temps à l'avance. Ouais, c'est chouette. Et d'ailleurs, tu as fait un petit bout de la route aussi avec Valentine. Valentine, elle a pu aussi rencontrer un Valentine m'a accompagné sur la Belgique. Maintenant, on est encore une petite équipe. C'était le même moment où on devait créer une collection. C'est l'avantage d'être à deux. Voilà. Et c'est l'avantage d'être à deux. C'est évidemment, on était au téléphone en permanence. Et c'est aussi la chance d'être à deux. C'est des petites joies, des petites choses, on peut les partager. Et donc ça, c'est essentiel. Mais c'est la chance d'être à deux. Il faut savoir aussi se répartir le travail pour pas faire tout à deux. En 9 ans de boîte dans la mode, avec tous les hauts et les bas qu'on peut connaître dans le secteur mouvementé et si dynamique qui est le secteur de la mode, c'est quoi tes plus grandes fiertés? Et ma plus grande fierté, je te dirais, c'est d'avoir réussi à créer une marque, d'être encore là après 9 ans.
et d'avoir fait une marque dont Valentine et moi, on est fiers. C'est super. Aujourd'hui, on est fiers de l'image qu'a la marque, des valeurs qu'on fait passer au travers de la marque. C'est être fier d'être encore là. On n'a pas eu... Je pense que les 9 dernières années, et dans le secteur, et je vais parler que du secteur de la mode, n'a pas été 9 années ultra faciles. On a eu des crises économiques, on a eu des crises sanitaires, et on est là. On est là, on a réussi aussi à pivoter quand il fallait, à écouter, à aller à la rencontre des gens pour se poser des questions, sans pour autant remettre à chaque fois complètement en question notre business, mais c'est en fait s'intéresser. Et donc la plus grande fierté, c'est vraiment ce qu'on a réussi à construire à deux et où on en est aujourd'hui. Et la capacité à être agile, hein, c'est vrai que c'est une vraie force. C'est essentiel. Essentiel. C'est quoi pour toi les valeurs de la marque ? Les valeurs de la marque, je pense que... Je vais pas du tout avoir les mêmes mots que Valentine. Non, mais c'est super intéressant. Mais les valeurs de la marque, il y a un côté proximité, que ce soit avec nos différents partenaires. On l'a plus axé ces dernières années. Il y a un côté local aussi. On produit, tout est dessiné ici en Belgique et on produit tout en Italie et au Portugal. Et après, il y a aussi il y a le confort. C'est-à-dire qu'on essaye de créer une marque qui est belle, mais sans renier sur le confort. Je pense que c'est essentiel. C'est des éléments clés, en effet, de la qualité, de l'esthétique, une image alignée et des pièces confortables. Exactement. Trop chouette. C'est quoi pour toi les challenges que vous avez encore aujourd'hui ou les challenges qui vous préoccupent aujourd'hui ? Et je pense un des gros challenges, mais aujourd'hui, mais aussi les années précédentes, c'est comme je te disais plus tôt, le secteur de la mode en tout cas de la mode, je vais dire haut de gamme, comme ce qu'on veut être, c'est que ça demande du temps. Ça demande de l'argent. Des fois, je pense que les gens... Tu as tellement raison de le dire. Des fois, on le dit peut-être pas assez, mais créer une marque coûte de l'argent et prend beaucoup de temps. Si on veut bien faire les choses, et nous, on a une vision qui est vraiment dans le long terme. On sait, et je le vois en regardant des marques, mais comme Essentiel en Belgique, c'est une marque qui a 25 ans. Ou d'autres marques, une marque comme Gagny, c'est une marque qui va aussi avoir 25 ans. En fait, ça prend du temps parce qu'on fait des choix. Le temps coûte de l'argent aussi. Et puis, en fait, il y a une gestion financière derrière qui est énorme. Parce que là, par exemple, au mois de janvier, on va commencer à aller vendre la saison hiver 2025. Les filles ici travaillent sur cette saison depuis déjà 6 mois. Et en fait, on commence à dépenser là-dedans. Et nous, on sortira la saison hiver au mois d'août 2025. Et on sera payé en septembre, octobre. Voilà. Dans le meilleur des cas. Moi, j'essaye de le répéter à chaque fois que je rencontre des gens. Le côté financier est essentiel. Le côté financier est essentiel. Et nous, c'est ce qu'on voit. On a des investisseurs. On a des investisseurs qui sont rentrés au début quand moi je suis arrivé. On en a d'autres qui sont arrivés il y a 2 ans. Mais voilà, on a d'autres projets. On veut développer davantage cet aspect physique. Et aujourd'hui, l'argent est essentiel. L'argent est essentiel parce que oui, tout prend du temps. Exactement. L'importance du temps, de la persévérance et de la bonne gestion financière. Et du coup, quand tu parlais justement de rencontrer l'humain, et là, tu viens juste un peu de le dire, donc je me permets de rebondir, ça serait l'idée d'aller vers du physique, vers un espace physique. Exactement. Donc, et dans la nouvelle stratégie qu'on a mise en place, donc c'est le physique au cœur du projet. On a testé pendant plusieurs années à différents endroits des pop-up stores pour aller à la rencontre. Et un de nos objectifs pour l'année 2025, où la marque fêtera ses 10 ans, serait d'ouvrir notre première boutique c'est génial. à Bruxelles, d'où on vient. Parce que je pense que c'est vraiment par là qu'on pourra proposer le produit, montrer vraiment l'ADN de la marque, l'image de la marque, tout l'univers de la marque. Et donc ça, c'est un des objectifs qu'on a pour 2025. Hyper excitant comme projet. Très excitant. C'est quoi ce que tu aurais voulu, ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer ? Enfin, tu as déjà dit des choses clés, l'idée de patience, l'idée de persévérance, l'idée de bonne gestion financière. Ça, je pense qu'il faut le savoir avant de se lancer. Et je pense que oui, il y a la patience, mais ça, je pense que c'est dans tout. Et après, une histoire n'est pas l'autre. Mais il y a surtout le fait de
se tromper, c'est pas grave. Ah, super. Faire une erreur, c'est pas grave. Et au contraire, je pense qu'on va beaucoup plus apprendre en faisant une erreur qu'en n'en faisant pas. Génial. Si on fait pas d'erreur, c'est génial et si tout se passe bien. Mais je pense qu'on apprend beaucoup plus en se pétant la gueule de temps en temps. Ouais, je suis tellement parce qu'on va retenir mais qu'est-ce qui n'a pas été. Après, c'est avoir la maturité aussi de s'adapter et de se poser les questions pourquoi ça n'a pas été. Mais je pense, c'est pas avoir peur de se planter, c'est pas grave. C'est trop bien de dire ça. Je suis tout à fait d'accord. Et ça manque parfois un peu dans l'esprit entrepreneurial. Ouais. Alors que c'est fondamental. C'est essentiel. Pour entreprendre, il faut prendre des risques. Et pour prendre des risques, il faut se lancer. Et il y a possibilité, et tout risque a une marge Entreprendre, d'échec, c'est prendre des risques. Absolument. Et donc, si on a peur de se planter, je ne conseillerais pas cette aventure, mais ça fait partie des choses et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est ce qu'on voit, on a appris énormément de choses. J'ai l'impression même différents métiers parce qu'au final, en tant qu'entrepreneur, je vais dire, tu touches un peu à tout. Ouais. Comme j'estime que depuis 1 an, j'ai appris ce métier de commercial que je n'avais pas du tout avant, que j'aime beaucoup. Mais voilà, je l'ai appris et c'est pas avoir peur d'aller faire une erreur. Qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas? Et dans les apprentissages, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu du digital et de votre partenariat avec Lending Partners, qu'on aime bien ici? Moi, je les aime aussi énormement. Donc, on ça travaille... fait combien de temps? J'ai essayé d'y réfléchir, mais ils se sont lancés il y a combien de temps? Je pense 5 à 6 ans. J'aurais envie de dire qu'on travaille avec eux depuis 4 ou 5 ans. Ouais, c'est ça. Qu'on travaille vraiment avec eux depuis le début. Et c'est un partenaire encore aujourd'hui essentiel parce que je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a une partie de notre business qui est en ligne, bien sûr. avoir un partenaire de confiance sur le digital est important. Moi, j'ai pas les connaissances techniques et c'est avancer, mais comme nos autres partenaires, c'est main dans la main. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est comprendre ce qui a changé énormément aussi, et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Nous, c'est vraiment sur la création de contenu. C'est comprendre le contenu qui fonctionne. Des fois, c'est pas toujours le contenu qu'on trouve le plus beau qui fonctionne le plus. C'est arriver à trouver, je vais dire, ce juste milieu entre les deux. Et donc, c'est vraiment... on continue encore à travailler avec eux, mais on analyse peut-être beaucoup plus fréquemment. Qu'est-ce qui fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Un contenu va peut-être très bien fonctionner sur la Belgique, beaucoup moins sur la France. Essayer de le comprendre pourquoi. Et en fait, des fois, une fois qu'on trouve un contenu qui fonctionne, c'est OK, il faut le dupliquer. Je vais pas dire des fois, il y a un côté un peu casino. Et il faut être prêt à investir quand ça fonctionne. Sur le digital, on a eu l'été passé, en fait, un contenu qui fonctionnait. Et très vite, il faut être très réactif. C'est OK, on met plus d'argent dessus parce qu'il fonctionne. Il faut amplifier l'effet. Il faut être prêt à le faire. Il faut être prêt à couper un budget quand on voit que ça prend pas. Si ça prend pas, ça prend pas. Et en fait, c'est du test and learn en permanence. C'est on teste. Encore une fois, réactivité, agilité, et c'est vraiment génial d'avoir des partenaires de confiance et qui sont là avec vous, à vos côtés, avec leur expertise pour vous aider à prendre ces décisions. C'est ça, et je pense qu'un des gros atouts de Lending, c'est qu'ils ont une expertise mode. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec énormément de marques dans la mode, ils ont une vue sur le marché, une vue globale sur ce marché. Et donc qui est hyper intéressant de savoir qu'est-ce qui pour une marque peut fonctionner et pourquoi. Est-ce qu'on peut l'adapter à une autre? C'est ultra intéressant d'un point de vue connaissance du marché. Ouais, c'est évident. Et dans les challenges dont tu parlais de ce projet hyper excitant qui serait d'ouvrir une boutique physique sur vos terres à Bruxelles. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques par rapport à ça ou d'autres challenges? Mais un des challenges dans lequel on est pour l'instant, je te parlais du fait que l'aspect financier est essentiel. Et actuellement, on recherche de nouveaux investisseurs parce que ouvrir une boutique, c'est de l'argent. Développer, comme je te disais, notre stratégie B2B et présence auprès de showrooms, dans des salons, c'est aussi tout un budget. Et donc, on a pu tester en fait cette stratégie pendant presque 1 an, voir des premiers retours aussi sur nos résultats. Et aujourd'hui, en fait, depuis déjà quelques mois, en fait, on commence à rencontrer des investisseurs, des business angels,
qui sont experts dans le retail ou pas, qui aiment bien, qui ont un attrait pour la mode. Et oui, aujourd'hui, notre idée est de grandir avec eux. Et donc aujourd'hui, on rencontre de plus en plus, on rencontre des groupes de business angels. Et donc ça, c'est un des gros challenges sur lesquels on est dans cette fin d'année. Super, je vous souhaite des belles rencontres et le fait de pouvoir en effet ramener des nouveaux investisseurs on board pour pouvoir grandir. Cool. Merci beaucoup. On parle ici, tu sais, de mode belge. Ce serait quoi pour toi la mode belge ? Est-ce que Valentine Witmer Lab, c'est une marque belge et ça veut dire quoi ? Alors, je pense que Valentine Witmer Lab est complètement une marque belge. Et comment moi je définirais la mode belge, c'est on a un très petit pays, mais avec un nombre de talents qui est énorme et une créativité qui est débordante. Je pense même pas que dans la mode. Je pense que on le voit dans le côté artistique, culturel. Et donc, je pense vraiment que la mode belge, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas très très bon. Je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'à l'étranger, le fait de dire qu'on est belge est un énorme atout. Ouais, et c'est une énorme chance. C'est une énorme chance. Donc je dirais ça, et puis simplicité. Je pense que le belge, on est assez simple, on se prend pas spécialement la tête. Donc ça, c'est un des gros points forts. Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi que ça fait partie vraiment des points de reconnaissance de beaucoup de Belges. Et un vrai gage de sérieux, de professionnalisme, d'exigence comme perception de l'international. Donc c'est vraiment positif comme message. C'est vrai que c'est important quand on se développe sur la France de pouvoir être fier d'être une marque belge. Je pense que c'est un vrai atout. Ah non, complètement. Et nous, ça on voit et on n'hésite pas à surfer dessus. Et puis c'est aussi entre marques belges, on s'entraide. Ouais. En fait, on est en contact en permanence avec des amis comme Façon Jacquemin, Rue Blanche. Ouais. En fait, c'est se tenir au courant. Qu'est-ce qui va chez toi ? Se donner des solutions. En fait, discuter et ensemble. Le fait qu'on soit, je vais dire, un petit pays, on peut facilement discuter. Et on a tout intérêt à s'entraider à ce niveau-là. Tellement. Tu prêches une convaincue. Et j'aime bien l'idée que ce podcast, il crée le lien un peu aussi parfois entre des marques, entre francophones et néerlandophones, et qu'il y a cette possibilité de s'entendre et de s'écouter et de peut-être partager pour grandir ensemble. Exactement. Trop chouette. Et alors ma dernière question toujours, c'est qui souhaiterais-tu, donc dans ce paysage de la mode belge, qui souhaiterais-tu écouter à ce micro ? Alors moi, un entrepreneur, il est pas dans la même gamme que Valentine, mais la marque Arte. Ah, bah ouais. Et son fondateur, Bertoni da Silva, il existe très très peu d'interviews de sa part. Mais c'est quelqu'un qui m'intéresserait parce que je trouve que ce qu'ils ont fait avec cette marque est incroyable. Très fort. On a le même showroom en France. Ah, cool. Ouais. Mais je trouve que identité incroyable, communauté incroyable. Et il a vraiment percé en France, lui aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est la génial. France est un énorme marché pour lui. Ouais, il vient d'ouvrir une boutique à Paris. Exactement. Qui est magnifique. Et le parcours qu'il a, parce que je pense qu'il a commencé aussi il y a un moment. Mais là où il en est aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Et c'est un bel exemple de succès à la belge. Je suis tout à fait d'accord. J'aime bien que tu me donnes ce nom. Je vais essayer. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est pas facile. Mais j'adorerais en savoir plus sur les coulisses de la marque Arte. J'adorerais l'écouter. Ok, on fera de notre mieux. Super. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci Astrid. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast, et aussi sur LinkedIn, sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.